fun ici. Allez, on y va, on peut faire partie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Céline de J'alimente ma santé. On va vous parler ensemble des salicylates. Et nous avons fait juste avant une vidéo sur l'histamine. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Céline, donc J'alimente ma santé. Je vous mets le lien juste ici en dessous. Et donc on voulait vous parler de ces deux substances, de ces deux intolérances aussi qu'on rencontre très souvent nous aussi avec les personnes qu'on accompagne et que nous aussi on a pu expérimenter. Et c'est vrai qu'on en parle très peu, surtout en francophonie. On n'a jamais trouvé vraiment de vidéos sur l'histamine ou sur les salicylates. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont réactives à ces deux substances. Et donc voilà, on voulait absolument faire ces vidéos pour pouvoir vous informer, parce que ça peut être une piste en plus, une piste supplémentaire pour pouvoir vraiment rétablir aussi votre santé. Donc ici, on va parler des salicylates. Vous avez peut-être certainement, à mon avis, jamais entendu parler de ça. Et les salicylates, pardon, on va voir un petit peu ce que c'est, on va voir quelles sont les personnes qui réagissent aussi à ça, quels sont les symptômes, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour pouvoir rétablir aussi notre métabolisme et pour plus qu'ils réagissent non plus à ces substances. Et puis on vous donnera aussi les aliments à éviter si vous avez cette intolérance aux salicylates. Alors en fait, moi personnellement, j'avais pas forcément de réaction aux salicylates. Moi c'était plutôt des réactions à l'histamine que j'avais quand j'étais enfant. Bon, ça vous pouvez aller le voir sur ma chaîne, j'en parle. Les réactions aux salicylates, en fait chez moi elles sont venues plus tard. Elles sont venues quand j'avais une alimentation qui était très riche en légumes, en fruits, etc. Parce qu'on va voir qu'il y a une grosse quantité dans les fruits, dans les légumes. Et je comprenais pas en fait pourquoi je ballonnais avec tous ces fruits et ces légumes, je comprenais pas. En fait... tout ce que je mangeais, je ballonnais. Donc c'est après seulement quand on a fait la formation, on a fait la même formation toutes les deux, sans le savoir, hein, parce que du coup c'est vrai qu'on faisait des recherches chacune de notre côté et on se connaissait pas à l'époque. Et on a fait les mêmes types de formations, on s'est aperçu un petit peu des mêmes choses, des mêmes désagréments l'une et l'autre. C'est vrai que depuis que t'es là, on peut vachement parler toutes les deux de nos symptômes et parfois ça revient aussi, hein, quand on va avoir un excès de certaines choses, on dit ah tiens j'ai mangé un peu trop de ça et parce que ça m'a fait ça et voilà. Donc c'est vrai que maintenant c'est sympa, mais le tout c'est de savoir qu'est-ce que c'est, comment ça réagit, quels sont les symptômes et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là. C'est ça, exactement. Et donc ici on va voir c'est quoi les salicylates, ce nom bizarre. Et donc il faut savoir que les salicylates c'est une substance qui est naturelle, on la trouve vraiment dans la nature, dans plein de plantes, dans plein d'aliments, vous allez voir. Mais aussi ça peut être une substance chimique et donc c'est dérivé de l'acide salicylique. L'aspirine. Voilà, dans l'aspirine, dans plein de médicaments on retrouve beaucoup de salicylates. Notamment des personnes qui sont aussi allergiques à l'aspirine peuvent être aussi allergiques aux salicylates. C'est très faire des réactions. En effet. Et puis on retrouve aussi dans plein de produits cosmétiques aussi, dans les dentifrices, dans les conservateurs, dans les huiles essentielles aussi. Donc il faut faire très attention quand on est réactif aux salicylates. Souvent on ne tolère pas du tout les huiles essentielles. Moi ça a été mon cas. Combien de fois on n'a pas essayé de me soigner, de m'aider vraiment avec des huiles essentielles et j'ai eu des réactions mais catastrophiques. Du coup je n'utilise plus pour le moment en tout cas d'huile essentielle. Donc comme quoi ça peut être des produits qui sont très intéressants pour la santé, mais chez certaines personnes ça va vraiment être une catastrophe au niveau du corps. Et puis il faut savoir en fait que les salicylates, donc comme tu le disais, on en trouve beaucoup dans les fruits, dans les légumes, dans les plantes aussi, dans tout ce qui est infusion, dans le thé, il y en a beaucoup dans le thé, dans les huiles aussi. Il y a un test à faire, hein, si vous voulez savoir si vous êtes réactif à la salicylate. Vous faites une journée à l'huile de coco, hein, voilà. Ah oui, ben là, direct vous allez directement savoir. Vous faites lait de coco, crème de coco, huile de coco toute la journée, puisque c'est un des aliments qui est le plus riche en salicylates. Et là tout de suite vous allez voir si vous faites des réactions ou pas. Ouais, c'est clair, c'est le meilleur des tests en fait. Ah oui. C'est clair. Et alors en fait dans les plantes, parce que donc tout ça ça vient des aliments, des plantes, c'est naturel en fait. Mais ces plantes elles produisent des salicylates pour se protéger en fait dans la nature, pour se protéger des maladies, des champignons, des insectes. Donc c'est quelque chose qui est naturel. Et la plupart des gens c'est vrai ne vont pas réagir, mais on va voir ici que chez certaines personnes elles peuvent réagir à cette substance. Donc chez la plupart des personnes en fait il n'y a pas de souci. On peut manger les salicylates tout au long de la journée, il n'y aura aucune réaction. Et chez d'autres personnes par contre ça va vraiment poser problème parce que cette capacité à métaboliser et à éliminer ces substances qui sont naturelles ou chimiques est réduite. Donc on a vraiment cette difficulté à les éliminer. Alors très souvent c'est quand même
problème lié à un foie qui est surchargé, qui est engorgé de toxines, ou le foie qui est aussi un mauvais détoxifieur. Et en fait ces salicilates, du coup, quand on n'arrive plus à gérer ça au niveau du métabolisme, il va vraiment avoir un encombrement des voies de détox justement, et donc le corps va se retrouver à ne plus savoir métaboliser ces salicilates, et ça va créer plein de symptômes qu'on verra par la suite. Alors quelles sont les personnes qui sont sujettes vraiment à cette réaction aux salicilates? Souvent on a les personnes qui ont de nombreuses allergies, donc qui ont plein d'intolérances, des allergies à répétition. On voit vraiment au niveau de l'alimentation et des produits, tout ça, quand on enlève les salicilates, il y a beaucoup moins de réactions auto-immunes, de réactions immunitaires, d'allergies. Réactions inflammatoires. Voilà, réactions inflammatoires, carrément. Donc en fait, toutes les personnes aussi qui ont des maladies inflammatoires, auto-immunes encore une fois, maladies inflammatoires aussi de l'intestin. Alors ça, très souvent, c'est courant aussi d'avoir cette réaction aux salicilates, puisque toujours l'intestin, enfin la digestion en fait est très fort liée au foie aussi, hein, ils travaillent vraiment ensemble, et donc forcément si on a cette intolérance, eh bien la digestion, c'est qu'il y a une inflammation au niveau de la digestion. Alors on peut avoir aussi des personnes qui réagissent aux salicilates et c'est de naissance, donc c'est de naissance, elles ont un foie qui est un peu, donc moi c'est mon cas, hein, j'ai toujours eu un foie qui je détoxifie très mal, voilà, mon organisme garde beaucoup les toxines. Et puis on a les personnes aussi qui vont réagir à ces substances mais de manière vraiment de passage, on appelle ça vraiment les personnes qui sont réactives mais de passage. Et donc c'est souvent les personnes qui sont soit en burn-out, qui sont en fatigue chronique. Et donc là, quand on est en burn-out, quand on est épuisé, le corps en fait est au ralenti, tout le métabolisme fonctionne vraiment au ralenti. Et donc encore une fois, on n'arrive pas à métaboliser ces substances qui d'habitude ne posent pas de problème, mais qui là voilà, encombrent vraiment les voies de détox. Tous les enfants aussi qui sont hyperactifs, donc si vous avez des enfants qui sont hyperactifs, qui ont des troubles du comportement aussi, qui ont une grande sensibilité, très souvent on voit vraiment les personnes hypersensibles, hein, souvent ont ces réactivités aussi parce qu'il y a cette hypersensibilité au niveau émotionnel, au niveau psychique, pardon, mais aussi au niveau physiologique. Et donc ce sont aussi beaucoup des enfants ou des personnes qui ont beaucoup d'eczéma, beaucoup d'urticaire, des problèmes de peau, beaucoup d'allergies. Donc voilà, moi j'ai travaillé longtemps avec des enfants et c'est vrai que j'en ai touché quelques mots à certains parents dont les enfants avaient plein d'urticaire, plein de problèmes de peau, vraiment des réactions allergiques très fortes. Mais bon, c'est vrai que on n'entend pas souvent parler, les médecins n'en parlent pas beaucoup, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'introduire le sujet. Et puis il faut savoir aussi que très souvent quand on est dans une alimentation très saine, souvent quand on nous conseille, quand on va vers cette alimentation healthy et tout ça. Par exemple des personnes qui vont penser manger très sainement en mangeant plein d'amandes, plein de salades, plein de fruits, tous des aliments comme ça, et qui se retrouvent à tirer vraiment des symptômes, à ne pas comprendre pourquoi, parce qu'elles pensent bien faire en mangeant sainement, en mangeant clean, et au final ça ne fonctionne pas chez elles. En tout cas ça, encore une fois ça encombre, on encombre le corps de ces substances, donc des salicilates. Du coup maintenant on va voir un peu ensemble mais quels sont les symptômes, ça va vous permettre de voir un petit peu si c'est votre cas, voilà, si ça pourrait être une piste en tout cas supplémentaire. Alors au niveau des symptômes, on va avoir toujours ce côté mucus dans le nez, nez encombré, voilà, les mucosités, etc. De l'asthme, ça peut arriver aussi, hein, tout ce qui est allergique, difficultés respiratoires, des diarrhées, des gaz, des ballonnements, des crampes intestinales, voire de la constipation, urticaire, rougeur, inflammation, gonflement des tissus au niveau des doigts, au niveau des mains, au niveau des pieds, voilà, au niveau des bras. Douleur au niveau de l'estomac avec des nausées. Après ça peut être aussi des réactions allergiques avec de l'intolérance multiple à plein de choses. On est très réactif aussi aux odeurs. On peut avoir des migraines, des céphalées, des enfants hyperactifs aussi, troubles du sommeil, insomnie, fatigue, épuisement chronique, hypersensibilité et aux émotions, enfin voilà, plus et aussi des douleurs musculaires. Donc ça ressemble quand même pas mal à l'histamine, hein, donc c'est des allergies qui peuvent être vraiment similaires au niveau des symptômes, des réactions. Donc il faut vraiment voir, regarder qu'est-ce qui réagit le plus quand vous mangez quelque chose. Donc ce qui est important c'est de tenir un journal, comme je vous l'ai dit à chaque fois. C'est vraiment les choses qui vous aideront énormément. Et il ne faut pas en faire non plus une généralité parce que parfois il y a des aliments qui peuvent passer.
et après au bout de 2-3 jours il ne passe plus. Donc il faut aussi éviter de manger des choses tout le temps la même chose, faire des rotations si on peut. C'est vrai que quand on tolère quelque chose, on est tenté de le manger tous les jours parce qu'on se dit voilà, celui-là il passe, c'est bon, j'ai trouvé, c'est bon, je le mange tous les jours parce qu'il me fait pas de mal et tout. Mais bon, il y a un moment donné où le corps il va forcément créer une réaction et ça c'est voilà, il faut faire en sorte de tourner au moins sur 3 journées différentes, 3 produits céréaliers différents si on peut, ou légumes racines par exemple, 3 légumes différents où on va tourner un jour carotte, un jour brocoli, un jour courgette, je sais pas, et tourner aussi vos protéines le plus possible, même s'il n'y a pas forcément de réaction à l'histamine ou quoi que ce soit, le plus possible, essayez de vous tourner vers des aliments sains, non transformés et qui sont issus soit d'élevage, on va dire, où ils ont mangé de l'herbe, si c'est des produits carnés, des volailles ou du bœuf, etc. Et si c'est des poissons, que ce soit issus de la pêche et non pas des poissons d'élevage parce qu'ils ont été nourris avec plein de choses et des antibiotiques et des farines animales, c'est pas terrible non plus. Et si on peut choisir aussi des légumes bio frais de saison, voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire, on va dire, pour éviter tout souci au niveau de la santé. Alors il y a aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais souvent quand on a des problèmes de candidose par exemple, on va vers un régime qui est sans gluten, sans lactose, sans sucre. Et on tourne en rond, et on tourne en rond, et on tourne en rond. Moi ça a été mon cas aussi pendant très longtemps, à ne pas comprendre ce qui se passait. Et en fait, quand on va vers ce genre de régime, puisqu'on enlève encore une fois tout ce qui est céréales, eh bien les céréales sont pauvres en salicylates. On se retrouve avec plein de légumes à manger, plein de légumes, à manger des fruits et autres, et donc ça peut aussi poser problème. Donc parfois on peut revenir vers des céréales et parfois même vers du gluten, donc comme le petit épeautre qui est très bien toléré en général, et donc sortir de ce régime sans gluten, sans lactose, sans sucre, mais c'est plutôt le fait d'éviter les salicilates qui va vous permettre de rétablir votre santé. Donc il faut vraiment essayer de trouver, c'est pas toujours évident, de trouver vraiment l'aliment, les aliments, la catégorie d'aliments en tout cas qui pose problème, mais comme tu dis, le fait de tenir un carnet alimentaire, c'est vraiment la clé pour pouvoir vraiment y arriver et créer votre propre mode d'alimentation finalement. Alors ce qui peut vraiment aider, c'est vrai quand on a des intolérances comme ça, histamine ou salicylate, se diriger plus vers des produits céréaliers parce que du coup les produits céréaliers n'en contiennent pas, donc ça peut aider pour faire une transition, pour aider justement à alléger le système digestif, si possible de trouver des produits céréaliers avec un IG bas quand même, parce qu'on va éviter d'aller titiller un petit peu la glycémie, etc. Donc voilà, on va aller plutôt vers du riz basmati par exemple pour ceux qui peuvent tolérer, un petit peu le riz complet pour ceux qui ont des intestins voilà, un petit peu plus solides. C'est vrai que les céréales complètes c'est quand même l'idéal dans l'absolu parce que justement voilà, on n'a pas enlevé l'enveloppe qui sert aussi de fibres, de ralentir la glycémie dans le sang, sauf qu'il y a certaines personnes qui ne les tolèrent pas super bien, donc plutôt du riz basmati blanc voire demi-complet. On peut essayer un petit peu plusieurs sortes en fonction de notre système digestif et de nos tolérances au niveau des fibres. Ce qui est bien aussi avec les céréales parce que il y a toujours un poison dans ce qu'on mange. Voilà, malheureusement, rien n'est complètement sain. À partir du moment où on met quelque chose dans la bouche, de toute façon, on crée une réponse, on va dire immunitaire, où l'organisme va se défendre et va créer des globules blancs parce que ça vient de l'extérieur, et comme ça vient de l'extérieur, il en alerte, et c'est une pollution en fait, quelque part, parce qu'on va ingérer aussi l'aliment, il n'est pas sain, il n'est pas trempé dans la lessive ou dans la javel, voilà. Quand on ingurgite quelque chose, on va manger des bactéries, on va manger plein de choses qu'il y a autour de l'aliment, donc ça va créer nécessairement une réaction. C'est tout à fait normal, hein, le corps il réagit par rapport à ça. Tant mieux parce que sinon on serait intoxiqué voilà, le corps il faut qu'il réagisse par rapport à tout ça. Donc le souci avec les graines, les céréales, les produits céréaliers de manière générale, c'est que ça contient des antinutriments. Donc pour pallier à ça, on va tremper nos graines, si possible, les rincer au maximum, hein, que ce soit du riz blanc, du riz complet, du riz demi-complet. N'importe quelle graine, on va les rincer à l'eau claire plusieurs fois, hein, jusqu'à ce que l'eau soit transparente. Surtout le quinoa, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de saponine dans le quinoa. D'ailleurs, on voit quand on le rince, ça mousse. Donc on va éviter de manger ça parce que c'est hyper toxique, c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, il y a des personnes qui me disent « je comprends pas, je suis intolérante au quinoa, etc. » Et quand je leur dis « est-ce que tu le fais suffisamment tremper, est-ce que tu le rinces ?»
non en général, et dès qu'elles le font, et là comme par hasard, le quinoa il passe bien. Ouais. Donc les céréales de manière générale, si on peut les faire tremper, rincer, voire pré-germer pour certaines, il existe des listes toutes prêtes sur internet où vous pouvez voir par céréales combien de temps il faut les faire tremper et combien de temps on peut les faire germer avant de les cuire. C'est important aussi quand même de les cuire parce que quand on les mange germés aussi, ça peut générer encore d'autres soucis, et si on est intolérant à plein de choses, on va pas se risquer. Voilà. On va y aller par étapes. Voilà. Par rapport aux salicilates, est-ce que tu peux nous donner une liste d'aliments qui contiennent des salicilates pour que voilà, on puisse trouver un petit peu qu'est-ce qu'on va éviter de manger à ce moment-là. Bon, mais donc les aliments riches en salicilates, on a quasiment tous les fruits, donc à part une banane bien mûre et ou une poire pelée. Donc voilà, c'est limite les 2 fruits qu'on peut tolérer pendant cette phase d'éviction en tout cas. Mais tous les autres fruits sont malheureusement très riches en salicilates. Et donc c'est vrai que souvent les personnes qui réagissent, quand elles enlèvent déjà juste les fruits, elles voient une différence. Moi je mange quasiment pas de fruits et je me sens beaucoup mieux comme ça. Moi non. Donc ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'on adore ça, surtout l'été. Mais quand on voit les réactions que ça nous fait, voilà, on préfère ne pas en manger. Et puis dans beaucoup de légumes aussi, il y a beaucoup de légumes qui contiennent des salicilates. Alors les légumes qu'il faut absolument éviter, donc qui sont les plus riches en salicilates, on a la courgette, les endives, les chicons pour les Belges, le brocoli, la tomate, alors l'aubergine, le poivron, le cresson, la patate douce, les épinards, les radis et les germes de luzerne. Donc ça vraiment c'est les légumes qui contiennent le plus de salicilates. Ceux qui en contiennent le moins en général ce sont les choux, la famille des choux, aussi les navets et tout ça. Voilà, là c'est beaucoup plus... on les tolère beaucoup mieux, pardon. La courgette par contre, il y a des personnes qui la tolèrent bien si on enlève la peau. C'est ce que j'allais dire. Voilà, parce que souvent les salicilates sont concentrés dans la peau, donc en général ça peut passer si on pèle bien. Alors peler de toute façon c'est très conseillé quand on est intolérant aux salicilates, il faut bien peler, éplucher ces légumes. Ça permet aussi d'éviter des réactions. Ensuite on en a évidemment dans tous les oléagineux et les graines, donc ça malheureusement c'est pour ça en fait tout ça c'est très sain quand on voilà, sur papier, mais pour les personnes qui sont... Sauf le cajou, hein, c'est ça? Oui voilà, sauf le cajou et le pavot, voilà, les graines de pavot et les noix de cajou. Le pavot c'est pas le genre de truc qu'on mange tous les jours non plus. Ah ouais, non c'est sûr, hein, c'est pas hyper... Je vais me faire une cuillère de pavot à 4 heures. Trop hâte. Oh là là. Donc voilà, et puis... Rêver, hein. Ouais, carrément. Mais alors les cajous, c'est un peu aussi... voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas de salicylate dedans, mais souvent quand on a des problèmes de digestion... Vaut mieux éviter les cajous. Voilà, donc on enlève complètement les oléagineux. Carrément. C'est réglé. Alors dans les épices aussi, beaucoup, hein, malheureusement, les épices c'est chargé en salicylate. Après bon, on mange pas des cuillères à soupe entières d'épices tous les jours, donc si on en utilise un petit peu, ça pose pas de problème. Voilà, en général, moi je dis toujours, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Toutes les herbes aussi aromatiques, le seul qui est bien toléré en général c'est le persil et la ciboulette aussi. En général ce sont les deux qui sont assez bien tolérés. Alors après on a aussi le thé. Alors le thé là c'est rempli de salicilates, c'est très réactif. La menthe aussi, hein, la menthe est riche en salicilates, les châtaignes, le miel. Alors le miel, même si c'est un des meilleurs sucres naturels, c'est vraiment très riche en salicilates. La réglisse, les olives, dans les olives aussi il y en a beaucoup, l'aloe vera, donc c'est tous des aliments un peu remèdes, hein, mais bon. Dans le vinaigre, le vin, le rhum, donc ça c'est vraiment pour tous les aliments qui sont les plus riches. Mais n'hésitez pas à essayer de trouver, enfin là on trouve des listes aussi qui peuvent vraiment permettre d'avoir tous les aliments au complet. Et puis on a aussi les salicilates, comme je le disais, ne sont pas présents que dans les aliments, on a aussi dans les produits cosmétiques, dans les produits ménagers, dans tout ce qui est parfum. Donc souvent quand on est réactif aux salicilates, on a déjà cette aversion pour le parfum. Ah ouais, carrément, hein. Donc un ou deux à chaque fois qu'on sent quelqu'un qui a versé sa bouteille de parfum sur lui. On se sent pas bien, directement nauséeux là. Ah ouais, carrément. Tout ce qui est produits cosmétiques, produits ménagers aussi, faites attention. Maintenant il y a plein d'alternatives naturelles, on peut même les faire soi-même. Le vinaigre blanc. Hein. Voilà, ouais, franchement. Ça reste le mieux, hein. Voilà, là au moins on évite aussi toutes les réactions. Dans les additifs aussi, hein, tous les additifs alimentaires, les compléments alimentaires aussi. Donc parfois on veut bien faire en se complémentant et on se retrouve à avoir plein de réactions, à pas tolérer les compléments alimentaires. Pareil, si vous êtes vous voulez éliminer les métaux lourds, on conseille souvent le
le MSM je pense c'est ça, et c'est du soufre en fait, hein. Et le soufre chez quelqu'un qui est réactif au salicylate va poser vraiment des gros problèmes aussi. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces compléments alimentaires, les huiles aussi hein, de poisson, tout ça c'est très très riche, les médicaments, les levures aussi et les probiotiques aussi souvent posent problème. Donc voilà, c'est toutes des choses, enfin tous des aliments, toutes des composantes en fait qui sont très saines, qui sont censées être même parfois anti-inflammatoires, mais chez les personnes qui ne métabolisent pas les salicylates, ça va créer vraiment l'effet inverse et ça va créer de l'inflammation dans le corps. Alors pour les personnes qui ont regardé les deux vidéos, histamine et salicylate, est-ce que tu pourrais nous dire, Elodie, comment on reconnaît si on est allergique plutôt à l'histamine ou plutôt au salicylate? Quelle est la différence? Parce que ça se rejoint quand même beaucoup au niveau des symptômes. Oui, tout à fait. Alors le mieux à faire pour moi, c'est vraiment de faire ce test d'éviction. D'abord de l'histamine et voir un peu comment on se sent. Et s'il n'y a pas d'amélioration, et bien alors là on fait une autre phase où on élimine les salicylates. Mais c'est très compliqué en effet d'identifier quelle est la substance à laquelle on réagit le plus. Et il y a des personnes malheureusement qui voilà, aux deux. Donc là ça reste assez compliqué. Donc là il faut vraiment passer par une phase qui est très restreinte en fait. Il y a vraiment une phase d'éviction assez stricte pour ensuite réintégrer vraiment petit à petit. Donc voilà, mais il faut bien soutenir encore une fois aussi, voilà, comme on l'a dit pour l'histamine, il faut soutenir le foie absolument. Et le mieux pour ça c'est le chardon-marie parce que tout le reste c'est riche en salicylates. Encore une fois, si on prend du desmodium ou d'autres, voilà, de l'artichaut, enfin du radis noir aussi, tout ça c'est bourré de salicylates, donc du coup vous rendez pas service du tout à votre corps. Mais le chardon-marie, donc en général c'est mieux de le prendre en poudre, vraiment d'avoir la graine du chardon-marie pour avoir tous les principes actifs dedans. Là ça permet vraiment de soutenir le foie. Mais donc voilà, il n'y a pas de miracle pour moi pour savoir si c'est l'histamine ou les salicylates. Il faut vraiment faire une phase d'éviction. Et puis il y a un test aussi, oui, il y a un test de provocation. Bon, moi je l'ai fait, hein. J'ai testé. C'est vraiment de se dire, pour voir si on est vraiment réactif aux salicylates, c'est par exemple de les éviter pendant 2 semaines. Et puis de faire une journée remplie de salicylates avec des amandes, de la noix de coco, des courgettes, enfin des épinards, voilà, des épices, du thé à la menthe. Vraiment de charger son alimentation aux salicylates. Et là vous le verrez directement. Ah oui. Je veux dire, des grosses cuillères d'huile de coco, voilà, du miel. Ah oui. Non, mais en général, le vrai test c'est huile de coco toute la journée, ça on voit direct. Noix de coco, tout ça. On va le voir très vite si on est réactif aux salicylates. Il y a le thé aussi hein, qui peut être très réactif, du thé vert à la menthe. Buvez un bon thé vert à la menthe et là, si vous avez le ventre qui gonfle, c'est que là, ok c'est bon, j'ai compris, je suis réactive aux salicylates. Mais voilà, oui c'est vrai qu'il n'y a pas de test, hein. Il n'existe pas de test malheureusement pour voir un peu si on est réactif ou pas. C'est pas comme une vraie, en fait c'est encore différent de l'allergie. Non, c'est vraiment une réactivité au niveau du corps qui n'arrive pas à métaboliser ces substances. Donc voilà. Bon ben super, merci beaucoup. Je pense qu'on a tout dit, merci à toi. Je pense qu'on a tout dit. En tout cas on espère que ça va vous aider, que ça va vous apporter des pistes, que ce soit pour vous, pour vos enfants ou autres. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais et pourtant nous ça nous a bien aidé de comprendre un peu tout ça, de comprendre cette différente réactivité aussi. Donc voilà. Bon en tout cas on vous dit à très vite. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ça peut aider d'autres personnes aussi. Et prenez soin de vous et osez briller. On vous dit à très vite. Ciao. Ciao.